Alors, invité le 20 octobre dernier à poser une question au ministre de l'Intérieur sur la politique stigmatisante et discriminatoire qu'il mène à l'encontre des Français et Françaises de confession musulmane, on pense notamment à la fameuse loi séparatisme, notre consoeur et camarade Nadia Lazouni lui a posé une question plus globale qui refusait de se laisser enfermer dans cette thématique et qui, en fait, l'objectif de Nadia, c'était d'évoquer la violence infligée à l'ensemble de la communauté nationale. On écoute. Journaliste aux médias, qui est la première web télé indépendante véritablement inclusive, puisqu'il est le seul média aujourd'hui à avoir recruté une journaliste qui porte un foulard à l'antenne, dans un contexte où certains diabolisent, invisibilisent, et où les Françaises qui ont choisi d'arborer un couvre-chef, quel qu'il soit, sont discriminées dans un pays laïque qui garantit la liberté de religion, la liberté de conscience et celle de manifester publiquement ses convictions. Alors, Monsieur le Ministre, vous qui, normalement, êtes censé garantir la sécurité des personnes, vous mettez au contraire en danger les Françaises de confession, les Françaises et les Français de confession musulmane en votant la loi séparatisme qui stigmatise violemment tout un pan de la communauté nationale en le jetant à la vindicte populaire. Je vais vous donner des exemples. Agression physique à l'encontre des femmes qui portent le foulard, mosquée taguée, mosquée incendiée, tombe profanée. Alors tout ceci n'est que la conséquence de votre politique qui chasse des imams avec lesquels vous dîniez pourtant encore hier. Tout ceci n'est que la conséquence de cette politique qui vous permet à vous de fermer de manière arbitraire des écoles musulmanes et des mosquées sans décision de justice. Et tout ceci en déclarant que l'islam est un problème. Vous dites, Monsieur le ministre, qu'une religion est un problème. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est la conception violente de votre politique qui est un problème. Et nous ne sommes pas seuls dans ce malheur. Je pense notamment à nos compatriotes de Corse et dans les territoires d'outre-mer contre lesquels vous avez envoyé la police d'élite alors qu'ils manifestaient contre la vie chère et l'augmentation des salaires. Je pense également à nos compatriotes juifs qui ont été choqués par vos propos sur la présence de rayons cachers dans les supermarchés. J'aurais pu aussi parler de la violence, des violences faites aux femmes. Alors, Monsieur le Ministre, que souhaitez-vous que l'histoire de notre pays retienne de vous ? Un ministre de l'Intérieur qui divise, qui sème la peur, qui sème le chaos et qui, par là, détruit le pacte républicain ? Ou bien un ministre qui protège et rassemble autour de notre devise liberté, égalité, fraternité ? Alors madame, d'abord jusqu'à présent, je pensais qu'il n'y avait pas d'attaque personnelle et vous m'avez attaqué personnellement plusieurs fois. À quel D'ailleurs, moment ? vous avez dit que j'avais dit que l'islam est un problème. Si vous ne retirez pas ces propos, moi je vous attaquerai en diffamation. Vous n'avez pas dit que l'islam est un problème face à Marine Le Pen ? Vous ne l'avez pas trouvé trop molle Madame, face à vous l'islam ? retirez ces propos et il n'y a pas de problème. N'avez-vous pas dit à Marine Le Pen que l'islam était pas. trop molle ? Ah d'accord, donc c'est votre façon d'intimider. C'est systématique, Monsieur Darmanin, et vous êtes même prévisible. Vous avez limogé l'un des patrons de la police judiciaire. Donc moi, je vous demande juste de bien vouloir répondre à ma question. Alors, Gérald Darmanin n'a pas répondu à la question de Nadia, mais il a en plus menacé d'un procès en diffamation pour des propos qu'il a effectivement tenus face à Marine Le Pen. Nadia a dû se défendre seule durant près de 12 minutes contre une offensive, violente, mensongère, sexiste, islamophobe, du ministre de l'Intérieur, c'est pas n'importe quel ministre, c'est le premier des flics. Alors cette rhétorique que notre consoeur Ouidat Ketfi a pris le temps de décrypter dans un post composé de plusieurs slides, un post qui est devenu viral sur les réseaux sociaux et sur lequel nous reviendrons avec son autrice qui est là. Et depuis plus de 2 semaines, Nadia fait l'objet d'une vaste campagne raciste de dénigrement. Elle est menacée, elle est diffamée, elle est insultée, notamment par des personnes publiques et politiques. Nous-mêmes, nous sommes témoins de cela et nous n'y pouvons pas grand-chose. On peut légitimement se poser une question. Si les journalistes ne peuvent plus interpeller aujourd'hui nos gouvernants sur les politiques menées sans crainte d'être inquiétés, alors est-ce que nous sommes encore en démocratie ? Nadia, tu as décidé de porter plainte contre la députée européenne Nadine Morano, contre Hassan Chalgoumi, contre le maire de Chalon-sur-Saône et vice-président national des Républicains Gilles Platré, je ne connaissais pas moi, et contre Albert Nollet d'un site qui s'appelle Riposte Laïque, mais en réalité qui usurpe un peu son titre, puisque c'est, on va dire, je ne sais pas d'où ils viennent, mais aujourd'hui c'est un site d'extrême droite. Tout à fait. Alors,
Théophile, tu connais mon attachement à l'état de droit. Et s'il y a des personnes qui sont tenues plus que d'autres à une exemplarité et un respect scrupuleux des règles de droit qui régissent les individus, sans distinction, eh bien, ce sont des personnes publiques et politiques. Alors effectivement, par la voix de mon avocate, maître Yasmina Seri, je vais déposer plainte contre la députée européenne Nadine Morano, Hassan Chalgoumi, qui s'auto-décrète imam. Le maire de Chalon-sur-Saône, je risque peut-être une diffamation pour ça. Hassan Chalgoumi tout court. Le maire de Chalon-sur-Saône et vice-président national républicain Gilles Platré et Albert Nollet, alors pour différents délits. Albert Nollet de riposte laïque. De riposte laïque, pour injure publique à caractère religieux, pour diffamation publique et même incitation publique à la haine, la violence et la diffamation. On prévoit également de déposer une plainte contre la plateforme Twitter, puisqu'elle est considérée comme un éditeur, et en sa qualité de directeur de la publication, si elle maintient le poste. Et on fera exactement la même chose avec Riposte laïque, où des commentateurs ont de nouveau publié mon adresse postale et qui invitent des lecteurs à m'envoyer des courriers. Il faut se rappeler quand même qu'il y a 1 an et demi, je recevais déjà des courriers de menaces de mort et d'insultes à caractère à domicile, public, les courriers. à mon domicile, et que depuis, j'ai dû quitter mon domicile et que j'ai même pas d'adresse, en tout cas pour me protéger, puisque le ministère de l'Intérieur a refusé de le faire. Alors tous ensemble, ils ont contribué à nourrir justement tout cet harcèlement que je subis. Et il faut croire que les soutiens du ministre de l'Intérieur ont un sérieux problème avec la liberté d'expression et le débat contradictoire. Je tiens quand même à souligner que la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations, l'ancienne secrétaire Marlène Schiappa, a même approuvé le tweet de Hassan Chalgoumi qui m'insulte publiquement. Donc on est d'accord qu'on peut rêver d'une meilleure gouvernance pour la France. Alors, on ne va pas revenir sur le contenu de ces injures, parce que ce serait finalement donner trop d'honneur à ceux qui les ont préférés, et ce serait d'une manière indirecte d'insulter une deuxième fois, mais on va pouvoir les décrypter sérieusement avec toi, Widad. On revient sur cette émission. Ouais, alors j'aimerais juste revenir sur une des insultes qui est celle de Nadine Morano, qui l'invite à rentrer, en fait, à repartir, à remigrer, donc à quitter la France. Et ça m'a rappelé un peu. Et aller en Iran. Aller en Iran, voilà. Ça nous rappelle l'injure qu'a subi un député qu'il retourne en Afrique. Enfin, un député ou des personnes sur un bateau. Quoi qu'il en soit, on est sur cette même injure, en fait, et cette même volonté de faire quitter, en fait, des personnes avec des idées qui sont différentes. Et je trouve que c'est extrêmement violent venant d'une ancienne ministre. Et je trouve que derrière la reprise médiatique, elle était inexistante. C'est-à-dire qu'une ancienne ministre qui appelle une journaliste à quitter la France sous prétexte qu'elle porte une journaliste française qui doit quitter la France sous prétexte qu'elle porte un foulard, je trouve que c'est extrêmement grave, et il n'y a pas eu derrière il n'y a pas eu de reprise, il n'y a pas eu de conséquences. Effectivement, les médias français sont restés bien silencieux, et il y a un média qui a justement relaté et rapporté cette injure, et qui a également aussi un peu décrypté cet échange sur lequel on va revenir, c'est Al Jazeera, au Qatar, qui a fait son devoir d'information. Il y avait aussi une autre question aussi qui revient souvent, et nous c'est l'occasion de répondre là, est-ce que Gérald Darmanin a déposé plainte contre moi pour diffamation, comme il s'était engagé à le faire devant des millions de téléspectateurs? Non. Alors, il n'a pas déposé plainte pour diffamation, car, oui, il a sciemment menti devant des millions de téléspectateurs. Il a bien dit que l'islam était un problème. Il a bien dîné avec l'imam Hassan Chalgoumi, qu'il chasse aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu as apporté les preuves, Widad, on y reviendra après. Oui. C'était pas Chalgoumi l'imam avec qui il a dîné, c'est Iqiyoussen. Pardon, parce qu'il dîne tout le temps avec Hassan Chalgoumi. Donc il le nie pas, c'était plutôt avec Hassan Iqiyoussen. Alors on va revenir sur cette émission qui est le point de départ de cette vaste campagne de dénigrement. Widad Ketfi, tu as visionné à nouveau pour nous, parce qu'il ne faut pas révisionner, ce grand moment de télévision où Gérald Darmanin a bénéficié de 3 heures de temps de parole pour parfois justifier le pire, et au cours desquels les intervenants ont veillé à soigner son image d'homme proche du peuple, à l'écoute de leurs préoccupations. Non, tu me disais, qu'est-ce qu'on reproche à ce générique? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Tu trouves pas qu'il est hyper anxiogène, sombre? Enfin, moi, c'est la première chose qui m'a frappée, en fait. On arrive, on a une musique, tout. On ne sait pas si on va rentrer dans un ring de boxe ou si ça va être une messe à l'américaine. Et c'est lui qui arrive sur le plateau, on a un ministre qui est assis, lui, il débarque.
Et t'as ce truc de oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, bon, on n'a pas mis l'extrait en entier parce que c'était très long, mais il démarre l'émission en disant voilà, en ce moment, on n'a jamais eu autant de violence en France. J'ai des gens qui m'appellent pour me dire que ça va pas. On a tous très peur, etc. Et on est vraiment dans un truc de ouh là là, ça fait très peur. La France a peur, qu'est-ce qui se passe? Le ministre va nous sauver. Et c'est en fait, c'était... donc moi, j'ai revisionné les 3 heures. C'était extrêmement anxiogène du début à la fin. Apocalyptique même, presque. Apocalyptique, c'est ça. Ouais. Ensuite, ce qui m'a énormément dérangé, alors juste, oui, pour rappeler, donc on démarre avec cette fake news-là. Donc, qui nous dit qu'on est dans une période où il y a énormément de crimes, de violences, alors que c'est faux. C'est-à-dire que depuis les années 80, on est dans une tendance plutôt à la baisse. Alors il y a des plaintes, parfois ça fluctue parce qu'il y a plus de plaintes, etc. Mais on a une perception, parce que aussi médiatiquement, on a beaucoup de sujets sur les faits divers, etc. Mais c'est faux de commencer une émission en disant qu'on est dans une période où il y a de plus en plus de violence. On a 2 fois moins de violence que dans les années 80. Donc ça aurait été intéressant de le rappeler, je pense, de recontextualiser. Et ensuite, on a passé pendant 3 heures une émission avec laquelle on a un ministre de l'Intérieur qui est humanisé, c'est-à-dire qu'il a le temps de développer sa pensée, il a le temps de commencer, en fait il commence en expliquant que lui-même a subi un crime très violent, ce qui est vrai. Donc on est forcément touché par son histoire personnelle, il commence comme ça, donc dès le départ on se dit ah ouais, le pauvre lui aussi il est touché, finalement c'est un humain comme les autres. Et même moi qui suis quand même très critique vis-à-vis de Gérald Darmanin, à la fin je me suis dit le pauvre, c'est vrai qu'il peut pas tout faire ce pauvre ministre. Et c'était vraiment l'objectif de cette émission, c'est pour ça que je l'ai trouvée moi très très dangereuse en fait. Je ne sais pas si tu voulais... Ouais, sur l'ambiance. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les, disons, le post que tu as fait avec plusieurs slides où en fait tu décortiquais un certain nombre de faits et de ruses. Complètement. Alors en fait, moi j'ai décortiqué le passage avec Nadia, mais je voulais un petit peu revenir aussi sur l'aspect en fait communication de Gérald Darmanin, et en quoi cette émission, finalement, on nous le présente comme quelqu'un de très courageux. Tu vois, quand il arrive, Cyril Hanouna nous dit il est super courageux, il a accepté de parler à un panel, etc. Alors que il n'est pas du tout courageux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas passer un ministre qui fait son travail, c'est-à-dire il est venu faire son travail, répondre aux Français et répondre à des journalistes pour du courage, d'une part. Je trouve que c'est une façon de manipuler l'opinion. Ensuite, on sait très bien comment ça se passe dans la télé, les boîtes de prod, etc. Un ministère ne vient jamais sans avoir un peu son mot à dire sur qui va l'interroger. Donc on nous fait passer un peu le ministre comme très courageux en disant voilà, il a accepté de venir ici à l'aveugle. On sait très bien que c'est faux. C'est pas jeté dans la cage de lion, quoi. Bien sûr que non. On sait très bien que c'est faux. Et du coup, voilà, je voulais quand même revenir un peu sur ces éléments-là. Et en ce qui concerne en fait le passage avec Nadia, alors là, c'est en soi un cas d'école, entre guillemets. Alors peut-être... Tu voulais dire quelque chose, Nadia ? Oui, voilà, exactement. Pour aller dans le sens de ce que tu disais, Wided, que l'émission elle a été pensée, articulée pour servir la communication de M. Darmanin. Moi, je voudrais parler un petit peu des coulisses, c'est-à-dire du moment où je reçois l'appel de cette programmatrice et qui me dit, voilà, Gérald Darmanin va répondre aux Françaises et aux Français sur des questions bien spécifiques. Et c'est là qu'elle me dit, tu dois poser une question sur... en gros, le bilan islamophobe de Gérald Darmanin. Et je lui dis, mais moi, j'ai envie aussi de parler d'autre chose, parce que les musulmans de ce pays ne sont pas les seuls à souffrir de sa politique. Ah non, mais on n'a vraiment pas le temps. Ça doit durer grand max 1 heure. Il te répond et on passe à autre chose. Donc, la surprise, elle a été grande. Ça se voit peut-être ou pas sur mon visage. Mais moi, je me dis que le ministre va répondre. Et ensuite, on donnera la parole à d'autres intervenants. Et en fait, ça se termine en débat de 12 minutes pour lequel je ne suis pas forcément préparée. Alors, heureusement que je suis journaliste et que on fait quand même une veille politique assez régulière ici. Donc, j'ai encore des éléments de langage, on va dire, à ma portée. Mais finalement, on m'a jeté dans la gueule du loup. Hein. Et c'est une émission qui, finalement, est articulée pour, une fois de plus,
célébrer en fait Gérald Darmanin parce qu'il est venu avec un comité de soutien. Il le dit d'ailleurs, hein, il y a des gens alors c'est quoi la ville dont il est originaire, de Tourcoing, qui sont là. Hop, il y a Marlène Schiappa. Coucou Marlène Schiappa, tu es là-bas. Il y avait des députés, il y avait des sénateurs. Et puis, Renaissance qui était présent. Et puis, si je peux ajouter aussi, dans les coulisses, faut imaginer une émission qui dure 3 heures, avec des personnes qui sont dans un plateau sombre, qui sont censées poser des questions. Donc toi, tu es passé au bout de 2 heures. Ouais. Donc, au bout de 2 heures, faire un débat, en plus, je trouve que lui est assis, toi, tu es dans le public. Donc, on ne peut pas faire un face-à-face dans ces conditions-là. Il n'y a pas une égalité complètement. Cyril Hanouna ne fait pas son travail de distribution de la parole. D'arbitre. Il n'arbitre pas du tout. Il dit juste, bon, laissez-le parler, etc. Donc, il pourrait donner du contexte, apaiser un peu la situation et faire en sorte que vous puissiez vous écouter tous les deux. Gérald Darmanin est directement dans l'invective. Il est directement dans l'attaque. Il ne veut pas répondre à la question. En fait, la question l'embête. Et il n'a aucune envie de répondre. Et il veut montrer qu'il ne veut pas dialoguer finalement avec toi et qu'il ne veut pas se justifier auprès de toi. Parce qu'on l'a vu auprès des autres, il a été plutôt à l'écoute. Jusqu'ici, il était plutôt à l'écoute. Il apportait des réponses de manière assez apaisée. Et c'est là où vraiment il y a un clivage qui se crée et je pense qu'il le fait volontairement. Ensuite, il y a cette volonté de faire croire que toi tu mens en disant « je vais vous attaquer en diffamation si vous ne retirez pas ces propos ». Ça, spoiler, alerte, il n'a pas attaqué en diffamation. Il n'a pas attaqué en diffamation. On voit d'ailleurs le slide. Ouais, on le voit le slide. Il n'a pas attaqué en diffamation parce qu'il sait très bien qu'il l'a dit. En fait, lui, son objectif, c'est juste que des téléspectateurs voient et entendent diffamation, donc que le téléspectateur se dise « elle ment ». Il dit la vérité, puisqu'en général, on va naturellement accorder le crédit à l'autorité. Et il mise en fait sur cette majeure partie de personnes qui ne vont pas vérifier. Pourtant, en 3 clics, on pouvait vérifier et voir qu'il mentait. Okay. Est-ce qu'on peut vraiment se focaliser sur ton analyse de ces armes rhétoriques ? Oui. On commence par la menace et la tentative d'intimidation. Complètement. Alors, il le fait avec toi, Nadia, à plusieurs reprises. Il te dit « je vais vous attaquer ». Il te dit que toi, tu l'as attaqué personnellement plusieurs fois, alors que tu ne l'as pas attaqué personnellement. Ça aussi, c'est intéressant. Tu lui dis directement à quel moment. Il ne répond pas. J'ai revisionné, il n'y a pas d'attaque personnelle. En revanche, lui, il l'attaque personnellement. C'est-à-dire qu'il la renvoie à son identité, il la renvoie, il lui demande de condamner, ça on le verra après, mais il lui demande de condamner des choses qui ne sont pas de son propos. Donc, plusieurs fois, il l'attaque. Ensuite, il ment. Donc là, il ment 2 fois ou 3 fois. Donc il ment quand il dit que tu... là, c'est quand tu... Enfin, il dit que tu... Il dit qu'il n'a jamais dit que l'islam était un problème. Voilà, exactement. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on écoute cette séquence où finalement il le dit. Je ne sais pas si on l'a préparée. Si on l'a normalement. On va la regarder. Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Si je crois aux distinctions entre ce que dit M. Ravier, ce que dit Mme Le Pen, maréchal, ce que dit M. Collard, il y a vraiment une différence forte. Effectivement, vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vraiment, vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine. Donc vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Alors il y a des gens qui ont joué sur ça en disant oui, mais il dit que, un peu comme le député qui dit oui, pluriel, singulier, etc. Là, en l'occurrence, il y a même un moment où il dit à Marine Le Pen, vous ne nommez pas l'ennemi. Et l'ennemi, en l'occurrence, c'est l'islam. Donc toute cette séquence-là, à ce moment-là, sur France 2, c'était autour de l'islam. Marine Le Pen ne voulait pas parler d'islam. Elle parlait d'islamisme et lui voulait parler d'islam. Donc il dit très clairement que l'islam est un problème. Alors on est dans la 14e dimension, là où on a l'impression de défendre Marine Le Pen face à... Non, mais c'est-à-dire que c'est comme tu dis, la 14e dimension, mais on en était à ce point-là. C'est-à-dire que, alors là, on avait un ministre de l'Intérieur qui était encore pire qu'une candidate d'extrême droite, dans sa terminologie. Bon, en tout cas, en l'occurrence, là, sur cette émission... Il dit qu'il n'a pas dit que l'islam était un problème, alors que c'est faux, il l'a dit. Donc, premier mensonge. Deuxième mensonge, le fameux dîner. Donc, ça, tu l'as dit. Donc, effectivement, spoiler, il n'attaquera pas en diffamation, puisque il aurait perdu.
puisqu'il a dit tout ça. Oui, parce que Mediapart l'avait effectivement aussi rapporté. Et le Journal du Dimanche aussi. Le JDD, plusieurs médias l'avaient rapporté. Sachant que, c'est pas un crime de dîner avec Hassan Ekhusen, il faut aussi le rappeler. C'est spécial de dîner avec quelqu'un et puis de le virer et de vouloir le chasser en l'humiliant. On a l'impression qu'il y a une affaire personnelle qui est qui est instrumentalisée dans le cadre de l'appareil d'État. Exactement. Oui, c'est cette contradiction que je cherchais à pointer. Ouais. Exactement. Et mais ça le dérangeait. De dire, ça dérangeait parce que jusqu'à présent, on ne sait pas quels sont les ressorts personnels de cette... puisque le gars n'est plus là, mais il veut qu'il revienne pour pouvoir avoir le plaisir de l'expulser. C'est particulier. Très, très spécifique. Puis le public d'Hanouna ne lit pas Mediapart, donc n'était pas forcément au fait de cette information. Et enfin la diversion. Donc là, c'est complètement lunaire. Alors on passe de... je vais vous attaquer en diffamation à j'aurais pu être embêtant et vous demander ce que vous pensez des femmes en Iran. Alors là, les fameuses femmes en Iran. Voilà, les fameuses femmes en Iran. Alors là, on est dans la rhétorique parfaite des politiques, c'est-à-dire je ne sais pas quoi dire, je renvoie la balle, je change de sujet et je pense te mettre mal à l'aise. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, on est dans un truc... là, je pense que c'était à Cyril Hanouna de dire non mais attendez, monsieur Darmanin, là, honnêtement, c'est pas le sujet. Savoir ce qu'elle pense ou ce qu'elle pense pas des femmes en Iran, c'est pas le sujet. Est-ce que vous voulez pas plutôt répondre à la question qu'elle vous a posée ? Il ne le fait pas. Donc du coup, on a toute une séquence qui est compliquée. En plus, c'est très déstabilisant d'avoir à finalement à répondre à une question où vous êtes assigné, en fait. C'est-à-dire, c'est une assignation identitaire aussi. C'est-à-dire, on est en France, on parle le sujet français, puis l'Iran advient dans le sujet parce qu'elle est porteuse d'un foulard. Si c'était un homme blanc, on ne lui aurait jamais posé cette question. Il y a une déstabilisation forcément parce qu'on te renvoie à ce que tu es. Complètement. Si tu étais un homme blanc, déjà, je pense que l'échange aurait été... Non, mais de toute façon, il n'y a pas la question du foulard qui se pose, qu'il soit non, mais, blanc, noir, non, mais ou déjà, rouge. mais je pense que ça joue... honnêtement, je dis homme blanc parce que c'est important aussi de rappeler que c'est principalement des hommes blancs qui sont sur des plateaux et qui ont, eux, le droit, finalement, de poser ce type de questions, sans être attaqués personnellement. Là, en l'occurrence, c'est une femme musulmane, puisqu'elle porte visiblement musulmane, et on lui pose cette question qui n'a absolument aucun rapport avec le sujet de ta question, en fait. Donc une question, tu le disais, raciste et sexiste à la fois. Misogyne, complètement. Ouais. Et puis ensuite, on a les attaques personnelles. Donc là, clairement, c'est lui qui t'attaque personnellement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas une enquêtrice, vous n'êtes pas magistrate, vous pouvez garder votre morale dans votre média qui n'est pas indépendant. Tu répondras dessus, Théophile. Spoiler alerte, nous sommes indépendants et d'ailleurs nous avons besoin de vous pour continuer à l'être. Et on peut faire remarquer que C8 est quand même la propriété de Vincent Bolloré. Et donc si bien il y a bien un média qui n'est pas indépendant, c'est C8. Complètement. Et puis voilà, vous séparez les gens, etc. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Et encore une fois, il n'y a pas d'intervention de Cyril Hanouna pour dire non mais attendez... là, on a une personne qui vous pose une question. Enfin, ne rentrons pas dans l'invective. Et c'est pas le cas. Ah oui, après j'avais noté tous les propos. Donc il y a une petite théorie du complot qui s'applique. Il te l'a dit à 2 reprises. Ouais. Et puis j'avais mis aussi les arguments d'autorité, les faux arguments d'autorité. Tout le monde le dit, tout le monde l'a entendu, tout le monde le pense. Et ça, on voit souvent les politiques utiliser le tout le monde. Alors que non, c'est pas... Et quelque part, ça nous affecte aussi, parce que quand on dit tout le monde, même si tu sais que c'est une arme rhétorique, ça peut te déstabiliser. Tu as l'impression d'être seul. C'est ça, exactement. Surtout qu'on est là dans un plateau où c'était un peu... encore une fois, cette ambiance qui était anxiogène, etc. Donc là, quand il dit « tout le monde vous a entendu, madame, tout le monde le sait, tout le monde le pense, ça nous choque tous, madame. » Ça nous choque tous. Et surtout, vous êtes l'ennemi public. Bien sûr, bien évidemment, je suis une menace pour la France, c'est bien connu. Et il faut savoir, effectivement, il m'isole d'autant plus que tous les intervenants qui ont précédé mon intervention, ma question, caresse le ministre de l'Intérieur, vraiment dans le sens du poil. C'est vraiment, pardon de le dire, c'est peut-être grossier, mais c'était du cirage de pompe pendant près de 2 heures. Et je vous le dis ici, je me suis même posé la question de savoir si j'allais rester sur le plateau ou pas. Je me suis dit, OK, je vais partir, parce que je sentais que ma question, même si je suis très factuelle,
tout ce que je dis peut être vérifié, et ça a été vérifié par We Dead. Alors c'est dommage parce qu'il y avait des fact-checkers qui étaient là sur le plateau, qui auraient pu faire ce travail-là, mais même pour eux, ça a été compliqué, ça se voit pas forcément comment dire, à l'écran, mais ils interpellent comme ça en fait Cyril Hanouna pour demander de... Et il refuse de leur donner la parole. Il refuse de donner la parole. Donc il offre vraiment un boulevard, ce qui aurait pu être un monologue de Gérald Darmanin si effectivement je ne le reprenais pas systématiquement sur ses mensonges. Je ne pouvais pas le laisser continuer. Effectivement, si les fact-checkers avaient été intervenus, tu serais un peu moins en retrait et tu serais moins accusé de lui avoir coupé la parole, parce qu'en fait, finalement, tu as fait le boulot et d'intervieweuse et de contradictrice, si on peut dire, et de fact-checkeuse. C'est ça. Et puis, elle pouvait pas, alors elle n'avait pas son téléphone, donc elle ne pouvait pas fact-checker en même temps. Ah oui, parce qu'on nous a interdit de prendre nos téléphones. Ils ont interdit aux gens de garder leur téléphone, donc c'est un exercice vraiment compliqué. Donc tout ça dans le noir, avec 2 heures d'attente, 2 heures où on a déroulé le tapis rouge quand même à Gérald Darmanin. C'est très intéressant de nous donner à voir et à reprendre les coulisses de ce spectacle. En fait, c'est un spectacle finalement à la gloire du ministre de l'Intérieur. Et en fait, la question que je vais poser est un peu gênante, parce qu'on avait discuté à la rédaction pour savoir si tu devais accepter ou pas cette émission. On s'est dit que on n'avait pas à la refuser. Et quelque part, la mise en scène, la scénographie, finalement, on dirait que tu as été installé dans ce plateau comme disons, la mauvaise personne qui allait faire apparaître Gérald Darmanin comme une bonne personne, qui allait cliver et dresser contre toi les soutiens réels ou putatifs de Gérald Darmanin, c'est-à-dire une bonne partie des Français, donc l'épouvantail. Et donc la question se pose, est-ce que finalement il aurait fallu accepter d'y aller ? Alors, moi, je pense que ça partait, d'une bonne intention au départ. C'est-à-dire qu'il se disait, on n'a jamais eu le ministre de l'Intérieur face à des questions liées à l'islamophobie et aux violences policières. Honnêtement, malheureusement, on n'a pas vu ce genre de questions dans des médias classiques. Donc pour eux, ils se disent, on va lui poser des questions un peu qui fâchent. Pour eux. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que finalement, dans ce qu'ils vont renvoyer en fait d'une femme musulmane visible qui va encore parler d'islamophobie, c'est-à-dire que Nadia ici, elle parle de tout. Elle parle de politique, mais elle fait essaye des interviews. C'est ce que j'essaie de faire. Elle essaie parler des Corses contre lesquels... Complètement, c'est-à-dire que toi, tu détournes ce qu'on attendait de toi, c'est-à-dire qu'on t'a appelé au départ pour parler d'islamophobie, tu le détournes subtilement. Et lui, en fait, ne veut pas répondre finalement, on va le dire très crûment, il ne veut pas répondre à une journaliste qui porte le voile. Mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'on semble considérer que le dispositif n'était pas pensé pour arriver à ce résultat. Moi, je pense que si. Je pense que quelque part, tout le monde n'a pas les mêmes opinions politiques que nous. Et il y a une partie de la France qui considère que, il ne faut pas... qui a des pensées islamophobes, qui considère que, tu gênes. Et quelque part... Non, mais ce que je veux te dire... On la flatte en te mettant là, quelque part. En fait, ce que je veux te dire, c'est que en fait, pourquoi je dis ça, c'est que aujourd'hui, c'est quand même extrêmement rare d'entendre ces sujets-là à la télévision. Donc pour eux, c'est un exploit. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que je pense que... alors, est-ce que c'est sciemment ou est-ce qu'ils ne se rendent pas compte ? Ça, je ne sais pas. Mais c'est sciemment, par exemple, que Cyril Hanouna fait taire les fact-checkers, par exemple. Il l'a fait souvent sur plusieurs séquences, mais celle-là, il met des fact-checkers. C'est très. En fait, je pense qu'il y a une double lecture. C'est-à-dire qu'il y a aussi le truc de on est en direct, c'est de la télé. Finalement, le présentateur, il fait un peu ce qu'il veut. Donc il y avait un conducteur de départ. On allait les faire fact-checker, on allait dire ça, on allait dire ci. Puis lui, en fait, finalement, il est complètement freestyle et il fait ce qu'il veut. Il y a ce truc-là. Pour qu'on soit honnête, en fait. Moi, c'est ce que je pense. Après, il y a, je pense, une équipe qui pense qu'elle est révolutionnaire en parlant d'islamophobie et de violence policière à la télévision, puisque ça ne se fait pas. Mais sociologiquement aussi, il faut constater que l'endroit où se retrouve la France populaire, qui est en réalité la France populaire, entre guillemets, vote peu Macron, elle vote peu LR, elle vote à gauche, du PS et elle vote RN. Et l'endroit où se retrouve cette France populaire qui se déchire sur la thématique identitaire, c'est vraiment le plateau de Cyril Hanouna. Donc il a besoin de garder son électorat issu de l'immigration, si on veut dire, et de garder aussi l'autre électorat. Et donc, quelque part, il y a une sorte d'ambiguïté qui est structurelle à sa part de marché dans l'opinion. Et
Et au final, il a besoin de plaire à son employeur, qui est Vincent Bolloré. Et ça donne un dispositif truqué où on donne l'impression de donner la parole aux racistes et aux antiracistes. Et c'est là le piège. C'est-à-dire que sous couvert d'un équilibre qui n'en est pas un, puisqu'au final, on avait finalement une seule Nadia face à Gérald Darmanin et plusieurs personnes dont le discours était redondant. C'est-à-dire que c'était des petites... Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais mettre un ministre de l'Intérieur face à des personnes qui vont évoquer des problématiques très personnelles. Je me suis fait voler mon sac, ma mère a été agressée. Ma mère a été agressée, Qui ne peut pas être etc. d'accord avec quelqu'un dont la mère a été agressée? C'est ça, c'est-à-dire que c'est des témoignages qui étaient très forts. Mais au final, il n'y avait pas de contexte, il n'y avait pas il y avait ces fameux fact-checkers qui devaient apporter un contexte politique. Ils ont essayé de faire leur travail. Ils ont essayé de faire leur travail, mais c'était compliqué. Donc on a un peu ce que tu dis, c'est-à-dire on se veut un panel de la France, et au final, on reproduit en fait des caricatures, et on n'apporte pas de données factuelles et de contexte politique. En tout cas, c'est important de savoir que Hanouna, il est puissant politiquement parce qu'il parle aux jeunes et il parle à tous les jeunes qui votent dans des directions complètement opposées. Il est très puissant, et si je peux me permettre juste une autre chose qui était très dérangeante, c'est que derrière, on a un ministre de l'Intérieur qui fait aujourd'hui campagne autour d'une loi raciste sur l'immigration, et on lui a accordé 3 heures de temps de parole où on l'a humanisé, on a évoqué ces questions d'immigration et de délinquance, durant l'émission, et c'était, moi je pense que c'était sciemment orchestré par l'équipe de campagne, l'équipe de communication du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que ça précède cette campagne-là, et du coup 3 heures de temps de parole, c'est énorme à la télévision. Et aussi la campagne 2027. En tout cas, merci beaucoup au chat, parce que Nadia, tu as reçu beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup de force de la part du chat. Merci à eux. En tout cas, tout ça nous montre que c'est important de soutenir les médias indés, parce qu'effectivement, le dispositif médiatique, finalement, il finit par avoir raison de notre bonne volonté, de notre envie de faire émerger une autre parole dans ces endroits qui sont quand même structurés différemment. C'est bientôt la deuxième partie de cette émission. On me dit quelque chose dans l'oreille que j'entends pas très bien. Bon, alors pour l'instant, le temps que tu arrives à décrypter ce que dit Lisa, moi je voudrais remercier vraiment encore une fois Wided Ketfi qui m'a toujours apporté son soutien et a fait ce travail long de décryptage pour faire, qui vient faire mentir, pour le coup, le ministre de l'Intérieur. Donc même elle, à son niveau en tant que journaliste indépendante, il faut le dire aussi, elle peut potentiellement prendre des risques. Elle fait le travail que des médias beaucoup plus organisés, avec des équipes beaucoup plus importantes, auraient dû faire. Donc pour ça, encore merci. Une fois, c'est une consoeur, c'est censé être une consoeur qui est attaquée. Donc on parle aussi de liberté de la presse. Ces questions n'ont pas été évoquées par d'autres journalistes. Donc ça pose aussi question, je trouve, en termes de reprise médiatique, ça pose question. Ouais. Bref, ça pose la question de la liberté de la presse, du soutien aux médias. Et donc, comme on me le dit dans l'oreillette, et ce qui est très vrai, je dois vous dire que effectivement, nous sommes menacés tous les jours. Nous avons besoin de votre force, de votre soutien, alors que nous avons engagé notre campagne de fin d'année, durant laquelle nous avons besoin de recueillir 200 000 €. Donc, faites-nous des dons, faites-nous des dons qui nous permettront de boucler cette année administrative et d'éviter, malheureusement, ce qui est un spectre qui rôde autour de nous tous les jours, c'est-à-dire la banqueroute.